parti. Voilà, bien. Alors, merci Alexandre, merci Carla pour l'organisation de la séance. Alors, contrairement à Antoine Mazière, hein, qui était intervenu dans la séance du mois dernier, je ne suis pas du tout spécialiste de l'IA. Simplement, je m'y intéresse du point de vue de l'utilisateur, ou plutôt en tant que lecteur ou critique de texte produit par IA, dans le cadre d'une réflexion plus générale que je mène depuis quelques années sur les relations entre conception et réalisation, à la fois en art et en littérature. Donc en réfléchissant, par exemple, à partir de l'art conceptuel, des écritures à contrainte, du conceptual writing de Kenneth Goldsmith. Alors, je vous propose cet exposé qui reprend en partie la communication que j'avais faite en juin dernier au colloque organisé par Alexandre et Pierre Depaze, le colloque IA Fiction, et en développant certains points sur lesquels j'étais passé un peu rapidement. Puisque là, on a un peu plus de temps. Tu me vois parler, tu peux parler 45 minutes. Facilement et on aura un petit peu de discussion. Oui. Voilà. Très bien. Alors, oui, cette idée de robot écrivain, de littérature produite par IA, vous savez, c'est déjà avant d'être une réalité, c'est une hypothèse de fiction. Hein, si on se souvient du premier roman de Philippe Vasset en 2002, Exemplaire de démonstration, Vasset vantait ironiquement dans ce roman les vertus du script générateur, qui était un gros logiciel rédacteur de best-sellers, paramétrable par l'éditeur en fonction d'un public cible. Et puis, en 2016, avec Ada, le romancier Antoine Bello imaginait à son tour une intelligence artificielle spécialisée dans le roman sentimental. Et il se trouve que ces fictions de robots écrivains sont de moins en moins improbables, hein, puisque la même année, en 2016, un roman coécrit par une intelligence artificielle, programmé par des chercheurs japonais de l'université Lakodate, s'est retrouvé dans la sélection finale d'un grand prix littéraire japonais. Alors, c'est un prix littéraire un peu particulier, parce qu'il est ouvert à la fois à des œuvres pardon, des œuvres humaines et des œuvres produites par des agents non humains. Enfin, avec cet équivoque, hein, des œuvres qui sont soumises au jury. Et donc, une œuvre coécrite par une IA. Alexandre Zefana, la shortlist. La préférence. On est obligé de couper le micro. Que tu coupes le nôtre, Carla. Voilà. Voilà. Oui, donc je parlais de ce roman qui s'est retrouvé dans une sélection de prix littéraires. Et puis, comme Alexandre le disait en introduction, en 2018, les éditions Jean Boîte ont publié On the Road, en quelque sorte le premier roman écrit par une voiture, c'est d'où le titre de ma conférence. En fait, un texte, plus exactement, écrit par une IA, embarqué dans une Cadillac le temps d'un road trip entre New York et la Nouvelle-Orléans. Le titre One the Road est bien sûr un hommage à On the Road de Kerouac. Il s'agissait de refaire le même parcours. Et l'IA était connectée à une caméra vidéo, à un microphone, à un GPS, et elle avait été préalablement instruite par Deep Learning de grands classiques de la littérature. On ne sait pas trop quel a été son apprentissage. L'auteur Ross Goodwin, l'auteur le concepteur du dispositif, ne s'est pas trop étalé sur la nature de cet apprentissage. Enfin, il y a eu apprentissage. Et puis, donc, cette IA, elle a chroniqué le voyage pendant que Goodwin, donc Ross Goodwin, le concepteur du dispositif, qui est un artiste et un programmeur, pendant que Goodwin conduisait lui-même la voiture. Voilà. Et donc, nouvelle étape, depuis quelques temps, vous savez, on peut solliciter les modèles de langage, les très grands modèles, les très gros modèles de langage, façon GPT-3, pour leur demander de nous raconter une histoire, de nous écrire un poème, etc. Donc, les choses se précisent. Alors, le modèle mécaniste de la production littéraire, il n'est pas nouveau.
Si vous vous souvenez de la figure du rhapsode que critiquait Platon dans Ion, c'était déjà un modèle de production poétique par assemblage, plus ou moins mécanique, hein, d'où la critique de Platon. Mais on avait un modèle positif, un modèle mécaniste positif de la création littéraire chez les grands rhétoriqueurs, et d'une manière générale, hein, il y a un certain mécanisme dans la rhétorique qui prescrit des modes, des recettes, des façons de faire en fonction d'un sujet, d'une énonciation, d'un contexte pour l'œuvre envisagée, et il s'agit d'appliquer des recettes. Donc le modèle mécaniste n'est pas loin. Il va se traduire, par exemple, chez Swift, par la fameuse machine à produire des histoires, hein, faite avec un assemblage d'engrenages en bois. Donc là, on approche de l'idée du robot écrivain, même si ça reste une hypothèse de pensée. Et puis, on verra, à partir des années 60, les balbutiements de la lecture générée informatiquement, électroniquement, puis informatiquement. On verra les tentatives de littéraciel de l'Alamo, 20 ans plus tard. Donc l'Alamo, qui est un groupe satellite de l'Oulipo, bien sûr, fondé par Jacques Roubaud. Et puis, donc, tout ça pour vous dire que cette pensée de la littérature comme relevant potentiellement d'un modèle mécaniste ou informatique ou logique ou combinatoire, il est ancien. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Isabelle Krikowski, il y a une dizaine d'années, hein, qui s'appelle « Machines à écrire », qui est une admirable synthèse sur tous ces précédents. Mais reste que, évidemment, aujourd'hui, avec l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, l'essor des architectures informatiques en réseau de neurones, le développement des moteurs, des vecteurs sémantiques, le deep learning, les big data, etc., on peut aujourd'hui entrevoir une étape nouvelle de la génération automatique de littérature et plus largement même un rôle accru de l'IA dans le champ littéraire et dans l'édition. Je rappelle que les assises annuelles du Syndicat national de l'édition en 2021, elles ont eu lieu en décembre 2021, portaient précisément sur l'IA dans le domaine de l'édition. Alors pas directement pour produire des textes, mais les IA comme moyen de recommandation de lecture. Alors évidemment, ça fait un peu frémir les libraires, il y a eu des débats très très intéressants là-dessus. Je passe, ce n'est pas le sujet direct, mais c'est pour vous montrer l'actualité quand même de ce sujet, du rapport de l'IA à la littérature. Alors, le problème, c'est ça qui m'intéresse, le problème que pose la littérature produite par IA, c'est celui de son acceptabilité aux yeux de la doxa littéraire, puisque ces hypothèses ou ces réalisations, les réalisations à venir, suscitent une réticence quasi générale, hein, a priori, réticence à l'idée d'une littérature artificielle, voire post-humaine. Et cette réticence, elle s'explique par la rémanence ou la prégnance, disons, d'un imaginaire de la littérature qui, à partir du romantisme, s'est très largement construit par opposition au modèle artisanal, puis par opposition au modèle industriel de la production, quelle qu'elle soit. L'artiste et l'écrivain, a fortiori, c'est celui qui échappe justement à ces modèles dans l'imaginaire romantique. Mais ce que je voudrais me montrer ici, c'est que cette opposition tranchée qu'on a spontanément à l'esprit entre une littérature prétendue artificielle et une littérature authentiquement humaine, eh bien cette opposition, elle résiste mal à l'analyse et peut-être qu'elle fait manquer les enjeux véritables des tentatives de production littéraire par intelligence artificielle. Alors, à l'évidence, donc, l'idéologie littéraire, elle tient toute littérature produite par IA, au mieux pour expérimentale. Vous savez, quand on parle de littérature expérimentale, c'est un peu une manière de laisser les choses de côté, où on ne voit dans les dispositifs concernés qu'une espèce de technophilie gentille, un peu fofolle, un peu post-adolescente, inoffensive, ludique. Ou alors, l'autre réaction, c'est qu'on s'effraie, au contraire, de la tendance prométhéenne de ce genre de dispositif. Et en fait,
l'idée de confier la création, la production littéraire à une IA, elle se heurte en fait à un interdit plus ancien et beaucoup plus large en littérature, c'est l'interdit de délégation d'exécution. Si le faire-faire, ce que je propose d'appeler la factitivité, en empruntant un terme à la linguistique, si le faire-faire, la factitivité est bien attesté en art depuis assez longtemps, le faire écrire, en revanche, apparaît difficilement compatible avec la légitimité littéraire et puis avec cet imaginaire de la littérature dont les fondamentaux, à savoir la figure de l'écrivain en génie solitaire, en créateur incréé, à savoir aussi l'idéal expressif, hein, la littérature ayant vocation dans cet imaginaire à exprimer le plus authentique du sujet, dans toute sa singularité, dans toute son idiosyncrasie irréductible à tout autre, etc. Eh bien, donc, ces fondamentaux de l'imaginaire littéraire, y compris la vision un peu charismatique du livre qui va avec, et puis un certain purisme de l'écriture, ces fondamentaux ont peut-être moins été remis en question en littérature qu'ils ne l'ont été en art, précisément, hein, à partir de Dada et surtout à partir de ce qu'on a appelé les néo-avant-gardes aux États-Unis dans les années 60. Mais dans le monde des lettres, vous savez bien que les pratiques éditoriales de sous-traitance rédactionnelle sont d'emblée disqualifiées comme une forme dévoyée de mercenariat de l'écriture, que ces pratiques soient semi-officielles, comme la production à la chaîne des romans à l'eau de rose calibrés par cahier des charges, façon collection Harlequin, édition Harlequin, ou alors que ces pratiques soient encore moins avouables, c'est-à-dire quand on recourt à un nègre, comme on dit, et donc a fortiori, hein, tôt ou tard, quand on va recourir à l'IA. Le résultat, dans cette manière de voir, quel qu'il soit, il est toujours disqualifié idéologiquement du fait du procédé lui-même. Et la sous-traitance, elle est même, dans ce cas limite du recours à l'IA, elle est d'autant plus inadmissible qu'elle semble intégrale, totale. La particularité d'un dispositif dans lequel l'homme produit l'intelligence artificielle qui produit l'œuvre, c'est que ce dispositif représente a priori le degré ultime de la factitivité, puisque l'auteur semble déléguer intégralement l'activité de création à une agentivité autre, extérieure. Il n'est plus seulement question de co-auctorialité, un auteur, par exemple, élaborant un protocole, une contrainte ou un cahier des charges exécutable par un tiers en vue de produire un texte, comme le proposait ou le propose à l'occasion les Oulipiens. On n'a plus affaire à cette co-auctorialité possible, on a affaire à véritablement une méta-auctorialité, c'est-à-dire que l'auteur est auteur d'auteur, writer of writer, comme l'indique la couverture de One the Road à propos de Rose Goodwin. C'est écrit Rose Goodwin, writer of writer, puisque en tant que concepteur de l'IA, il a élaboré le programme informatique, c'est-à-dire la somme des règles, des contraintes innombrables, infiniment complexes pour le profane, qui sont traduites sous forme de lignes de code et qui, en s'exécutant, vont produire le texte. Et la conséquence de ce dispositif, de cette forme de sous-traitance intégrale, c'est qu'elle apparaît aussi presque contradictoirement comme le degré ultime du démiurgisme, puisque l'agent externe sollicité par un humain n'est autre que la propre créature de l'auteur, essentiellement dotée par lui de tous ses pouvoirs. Donc c'est un démiurgisme qui laisse sceptique, ceux qui disent on n'y arrivera jamais, c'est pas possible d'arriver à créer une machine qui soit l'égale de l'homme, ou alors un démiurgisme qui inquiète, au contraire, qui terrifie. Et l'autre particularité de ces IA écrivains, c'est qu'elles semblent toujours, aux yeux de la doxa littéraire, de l'imaginaire littéraire qu'on a spontanément en tête, c'est qu'elles semblent devoir choisir entre finalement deux objectifs opposés, mais pareillement inacceptables. Premier objectif, produire un texte censé passer pour une production humaine,
ou au contraire, deuxième objectif, produire un texte que l'homme lui-même n'aurait manifestement pas pu écrire. Et l'IA programmée par les chercheurs japonais dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore l'IA fictionnelle de Ada dans le roman de Bello, et dans une moindre mesure le script générateur de Vasset, représente le premier cas de figure, c'est-à-dire qu'on a là 3 IA qui ont vocation à produire plus ou moins clandestinement, d'après modèle, des textes susceptibles de donner le change. Et je propose de parler ici d'une factitivité modale, puisque cette factitivité porte sur la manière et non pas sur le résultat. Le faire, le faire écrire, c'est un faire autrement, c'est-à-dire que l'homme délègue ses compétences et des opérations qu'il pourrait assurer parfaitement lui-même à une informatique qui, dans ce cas-là, est parfaitement ancillaire, fût-elle une informatique de pointe. Alors, on comprend l'intérêt scientifique et technologique du dispositif. Il est indiscutable puisque l'informaticien va s'enchanter d'une IA qui s'efface derrière sa production et réussit comme ça brillamment le test de Turing, qui reste le plus grand défi de la profession. Et puis, de leur côté, les cognitivistes, les cybernéticiens, les linguistes, les poéticiens structuralistes pourront se réjouir d'avoir fourni aux programmeurs une modélisation enfin complète de la langue, du discours et des différents genres littéraires, ce qui est un peu le saint graal de leurs spécialités respectives depuis les spéculations d'Italo Calvino, comme la littérature comme processus combinatoire, pour reprendre le titre d'un article de 67 de Calvino, cybernétique et fantasme, ou la littérature comme processus combinatoire. Et quand on lit, je ne sais pas moi, la sémantique de Greimas, quand on lit la manière dont Greimas analyse telle nouvelle de Maupassant, eh bien, on voit bien que son but, c'est vraiment de modéliser le déroulement et la structure du texte pour, à terme, pourquoi pas, faire assimiler ce modèle à une machine susceptible de le comprendre et donc de le reproduire avec des variantes. Donc, on comprend évidemment l'intérêt scientifique de ce dispositif, d'une IA qui aurait vocation à faire de la littérature à la place de l'homme. Mais il y a aussi, évidemment, un intérêt économique qu'il ne faut pas taire. Ce sont les gains de productivité, la plus-value correspondante promise par la machine à l'éditeur, le jour où il pourra recourir à ce genre de machine, l'éditeur lassé des états d'âme, des lenteurs, des prétentions financières de ses auteurs traditionnels. Et ça, bon, ce n'est pas encore une logique d'actualité dans le monde de l'édition littéraire, mais c'est une logique qui accourt pleinement dans la presse en ligne, où on recourt de plus en plus à la rédaction algorithmique de communiqués, de bulletins météo, de chroniques boursières, qui sont rédigées en langue naturelle par des machines, avec cet avantage évidemment qu'elles peuvent être, ces chroniques, réactualisées à la nanoseconde près en fonction des données nouvelles qui parviennent à la machine. Donc voilà, c'est déjà une logique à l'œuvre dans certains domaines et on y a affaire quotidiennement. Mais reste que littérairement parlant, les œuvres produites de cette manière, supposé que ça devienne possible un jour, seront donc disqualifiées. Alors, les intellectuels adorniens instruits du procédé vont s'alarmer, évidemment, de voir les lecteurs naïfs ou, disons, peu regardants s'aliéner toujours davantage au mirage de l'industrie culturelle triomphante. Et puis même, l'humanité tout entière à terme, va s'estimer dépossédée d'une puissance créative dont elle se croyait jusqu'alors le détenteur exclusif. Et donc ça, c'est le spectre, vous savez, de la singularité, ce moment où les machines atteignent les capacités humaines avant de les dépasser et de prendre finalement à jamais le contrôle. Et donc ces raisons expliquent que les romans de Vasset et de Bello, dont je parlais tout à l'heure, se présentent comme des dystopies, bien sûr, ou en tout cas peuvent être lus comme tels. Et
Alors, inversement, c'est le cas de figure opposé que j'évoquais plus haut, il se pourrait que la finalité de l'IA écrivain ne soit pas tant d'imiter une production humaine, si tant est qu'on y arrive, encore une fois, qu'au contraire d'inventer une littérature que l'homme ne pourrait pas produire. On parlera donc ici d'une factitivité ontologique, parce que c'est la nouveauté du résultat attendu qui compte plus que la manière. C'est l'idée que faire ne vise plus à faire autrement ce que ferait l'humain, mais au contraire à faire autre chose. Alors, en l'occurrence, une littérature totalement inédite, et c'est plus ou moins le cas de On the Road. Je dis bien plus ou moins, mais si on regarde ce livre, le dispositif de Ross Goodwin dans son ensemble, on s'aperçoit que Goodwin, et d'ailleurs c'est lui-même qui explique la chose dans la préface, il utilise son IA pour procurer une vision à la fois gauchie et élargie de la réalité, donc de toutes les contrées traversées lors du périple en voiture. Ce que cherche Goodwin, c'est finalement à retrouver ce qui était la caractéristique des poètes de la Beat Generation, du temps de Kerouac, c'est-à-dire une écriture sous l'emprise du LSD, dans la grande tradition du dérèglement, je cite, du long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, de Rimbaud finalement, reprise ensuite par les tentatives d'écriture sous mescaline de Michaud, et donc les tentatives des écrivains de la Beat Generation d'écriture sous LSD. Mais comme on s'est aperçu rétrospectivement que le LSD n'était pas sans séquelles un peu regrettables pour les malheureux qui s'y essayaient, Goodwin finalement propose de retenter l'expérience d'une écriture hallucinée, gauchie, d'une vision à la fois amplifiée et détraquée du réel grâce à l'IA. Donc vous voyez là, ce n'est pas le recours à l'IA qui serait là pour faire exactement ce que feraient les humains, c'est pour faire justement autre chose que ce que peuvent faire les humains, disons ce qu'ils peuvent faire, mais à leurs risques et périls. Donc voilà, il y a une espèce de prudence, mais ce n'est pas du tout l'idée du recours à l'IA pour faire mieux, plus vite que ce que ferait l'humain. C'est un peu pour faire autre chose. Alors, supposons encore une fois qu'advienne cette néo, cette post ou cette alter-littérature. Évidemment, les concepteurs de l'IA pourront s'enchanter du résultat, avec un peu la ferveur messianique d'une équipe d'astronomes qui annoncerait la découverte d'une exoplanète habitée. On a basculé vers autre chose. Mais de toute façon, on peut gager que, passé la curiosité de principe ou l'espèce de perplexité suscitée par l'expérience, on peut gager que le lecteur finalement se désintéressera d'une littérature où il ne se reconnaît plus beaucoup finalement. Alors, il y aurait aussi peut-être le cas de figure intermédiaire entre ces deux alternatives que je viens d'esquisser, le cas de figure où la production littéraire de l'IA représenterait ou présenterait plutôt le juste degré d'insolite susceptible de faire soupçonner l'artifice sans pour autant interdire l'hypothèse d'une production humaine. Alors, le trouble aurait peut-être son charme, et d'ailleurs, c'est déjà le cas pour certaines œuvres d'art, certaines images de synthèse qui sont conçues, réalisées par des IA, et dont on ne sait pas trop s'il s'agit de véritables images d'une vraie réalité ou s'il s'agit d'artefacts complets. Et à coup sûr, ce sont des images troublantes. Alors, imaginons l'équivalent littéraire. Le trouble aurait son charme, mais je pense que je ne suis pas sûr, disons, que la formule puisse opérer durablement, passer un certain effet de mode du procédé. Mais enfin, la conclusion de tout ça, c'est que si on envisage les choses sous cet angle, sous l'angle d'une opposition entre littérature humaine et littérature artificielle, qu'on envisage la littérature artificielle comme anthropomorphe, c'est-à-dire susceptible de se faire passer pour une littérature humaine, qu'on l'envisage comme totalement étrange, insolite, bizarre, tératoïde, tout ce que vous voulez, ou au contraire
qu'on l'envisage à mi-chemin comme une littérature équivoque, disons, dans tous les cas de figure, les productions concernées vont se heurter donc, aux fondamentaux de l'orthodoxie littéraire. Mais ce que je veux montrer, donc c'est mon deuxième temps, c'est que cette manière de voir qui oppose littérature de la machine et littérature de l'homme, elle doit être, à mon avis, relativisée parce qu'elle repose sur des représentations biaisées, aussi bien en matière d'intelligence artificielle que de représentation en matière de création littéraire. Alors, je vais dire quelles sont ces représentations biaisées, ces idées reçues. Alors, dans le domaine de l'IA, il y a cette idée reçue qui voudrait que l'IA soit une agentivité auto-apprenante, donc potentiellement séparée de l'humain, et donc potentiellement émancipée à terme de la tutelle humaine. Et ça, il faut quand même bien signaler que c'est une mythologie obscurantiste, une mythologie publicitaire aussi, qui est distillée par les promoteurs et les producteurs d'IA eux-mêmes, hein, qui ont intérêt à servir cette vision de l'IA pour lever des fonds sur le marché du capital risque, parce qu'il faut énormément d'argent, il faut convaincre beaucoup de gens pour monter des projets technologiques de ce genre. Mais c'est une mythologie. Et c'est une mythologie que relaie à sa manière Antoine Bello dans Ada, hein, qui se fait le porte-parole de cette vision de l'IA. Mais attention, on ne doit pas se faire le complice involontaire de cette représentation de l'IA. Contrairement à ce que font croire les vendeurs du rêve de l'automatisation, de l'automation intelligente totale, il y a toujours de l'humain dans la boucle, de human in the loop, hein, comme on dit en anglais. Des humains, donc, pour renseigner les bases de données, pour taguer, pour trier les datas en vue du deep learning. Là, je renvoie à cet ouvrage récent du sociologue Antonio Casilli, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, paru au Seuil en 2019. Casilli souligne rappelle qu'il y a des millions d'opérateurs ou travailleurs du clic qui sont affectés à des micro-tâches et qui forment aujourd'hui, alors le plus souvent à l'autre bout de la planète, un nouveau sous-prolétariat totalement invisibilisé. Et les concepteurs d'IA ont recours à ces travailleurs du clic pour trier, pour taguer, pour repérer les données. Ces travailleurs qui passent leur journée à visionner des images, alors des paires de fesses ou des paires de seins, et à dire ça c'est plutôt des fesses, ça c'est plutôt des seins, et pour que les réseaux sociaux censurent ou pas l'image en question. Donc ces censures automatiques, enfin prétendues automatiques, qui sont faites par Facebook de certains contenus numériques, en fait, ça passe par derrière des opérations humaines parfaitement invisibilisées, mais qui permettent ce pseudo-automatisme du filtrage et de la censure par les GAFA. Et ce qui fait que l'IA, elle est en réalité bien souvent une simulation d'IA. C'est une intelligence artificielle, en quelque sorte, sur le modèle du fameux Turc mécanique à la fin du XVIIIe siècle, vous savez, ce faux automate joueur d'échecs, qui était en réalité animé par un humain, hein, caché à l'intérieur. Et cette composante proprement humaine de l'IA, elle est du reste pas toujours dissimulée, bien au contraire. Depuis 2005, la plateforme de micro-travail qui s'appelle justement Amazon Mechanical Turk, donc qui reprend l'image de ce vrai-faux automate joueur d'échecs qui était animé par un humain, cette plateforme de micro-travail, elle propose explicitement à ses clients la sous-traitance du traitement de données massives que les clients en question, donc les clients sont des patrons de start-up, hein, ce sont des gens qui se lancent dans des entreprises supposant la manipulation de big data.
Et la plateforme Mechanical Turk leur propose de traiter ces données massives auprès d'opérateurs humains anonymes qui sont payés 0,02 centimes du clic, etc. Et rien n'interdirait finalement de confier à la plateforme en question, Amazon, la rédaction finalement d'un vrai faux roman produit par IA. Et ça, c'est une hypothèse dont se saisit l'écrivaine Sandra Lucbert dans son roman de 2017 qui s'appelle La Toile. Si on lit dans la préface de ce roman, qui est signée non pas par Sandra Lucbert, mais par un agent anonyme, la préface nous dit ceci. Elle présente le roman en fait comme étant l'œuvre d'un opérateur sous contrat avec Mechanical Turk, catégorie, tri de données complexes, spécialité, assemblage de données épistolaires, roman. Donc voilà, ce roman de Sandra Lucbert, La Toile, se présente comme un roman qui aurait été écrit par un opérateur humain embauché par Mechanical Turk. Donc une vraie fausse intelligence artificielle en quelque sorte. Alors l'autre biais qui fausse la réflexion sur la littérature produite par IA, c'est l'opposition supposée entre d'un côté une auctorialité pure, qui serait la marque de fabrique d'une littérature proprement humaine, une littérature authentique et donc recevable parce que produite par un opérateur, un écrivain démiurge, qui s'interdirait toute délégation d'exécution, et puis de l'autre côté, une littérature artificielle ou post-humaine, et qui serait, pour les raisons inverses, éminemment suspecte. Cette opposition fixiste, elle est en fait aporétique, comme du reste l'opposition plus générale entre langage humain et langage post-humain. Je n'ai pas le temps de détailler, mais je renvoie à des analyses de Catherine Hayles, dont je reparlerai un peu plus tard. Dans un de ses deux livres, elle en a écrit beaucoup, mais l'un d'eux est traduit en français sous le titre « Parole, écriture, code ». C'est paru aux Presses du Réel en 2015. Elle montre donc que l'opposition entre langage humain et langage post-humain n'est pas tenable. Parce que, et donc a fortiori, dans le même ordre d'idées, l'opposition entre littérature humaine et littérature post-humaine ne fonctionne pas. Si on pense la délégation d'exécution comme donc, déléguer l'exécution d'une œuvre à une machine, si on pense cette délégation d'exécution comme une simple relation de sous-traitance entre un donneur d'ordre, donc un humain, et un exécutant, la machine en l'occurrence. Donc, penser la délégation d'exécution comme le recours à une agentivité autre, extérieure, dissociée, dominée, en l'occurrence une machine intelligente qui serait toujours susceptible de devenir menaçante pour l'humain qui s'en remet à elle, comme dans toute bonne dialectique du maître et de l'esclave. Mais en réalité, la relation factitive, la relation de faire faire, de faire écrire, ne s'établit pas nécessairement dans ces termes, sous la forme d'une délégation à sens unique, comme ce que je viens de décrire. Et pour preuve, l'opposition entre auctorialité pure et œuvre non déléguée d'une part, et auctorialité partagée et œuvre déléguée d'autre part, cette opposition, elle a été déconstruite depuis longtemps dans le domaine artistique. On sait que le créateur, même quand il refuse de déléguer, il n'est jamais seul maître à bord. Et que toute œuvre est au moins en partie réalisée par d'autres, à condition d'inclure dans le champ de cette agentivité autre, externe, non seulement les intervenants habituellement sollicités par l'artiste qui délègue. Alors l'artiste, il peut solliciter évidemment des assistants, des techniciens, des artisans, des curateurs, éventuellement des collectionneurs. Ça, c'est très courant, et pas seulement depuis l'art conceptuel, mais depuis, par exemple, les tableaux téléphonés de Laszlo Molinage en 1924, je crois. Molinage qui envoie par téléphone des consignes pour réaliser des images
il les envoie au directeur d'une entreprise d'émaillage de tôle, donc une entreprise spécialisée dans la fabrique d'enseignes commerciales, et il décrit l'image qu'il a en tête. C'est une image assez simple, hein, ce n'est pas les noces de Cana, évidemment, c'est une image qui est plutôt d'ordre d'abstraction géométrique. Il va décrire son image, les formes, les couleurs, les proportions, etc. Et l'entreprise d'émaillage va réaliser ces images. Voilà donc un exemple de sous-traitance à un artisan ou même à un industriel, sous-traitance de la réalisation de l'œuvre. Mais l'artiste, au-delà de cette forme de sous-traitance, il peut aussi sous-traiter, en tout cas, il peut déléguer une partie de l'initiative de l'œuvre aux matières, aux énergies, et peut-être même au vivant dans son ensemble. Il peut déléguer une partie de l'exécution de l'œuvre aux institutions, aux structures sociales, aux savoirs, aux compétences, aux artefacts techniques et aux machines auxquelles il s'en remet. Et il faut envisager que ces agents eux-mêmes, ces agents extérieurs, qu'ils soient techniques, mécaniques, vivants ou non vivants, peu importe, que ce soit des énergies, des matières ou des machines, il faut imaginer que ces agents eux-mêmes n'existent pas seulement comme des forces extérieures à l'artiste, mais que l'artiste est susceptible d'incorporer ces forces, ces énergies, ces agents, ces machines, de les incorporer partiellement, plus ou moins consciemment, sous la forme de représentation, d'habitus, de savoir-faire qu'il peut maîtriser lui-même, exactement comme un musicien va incorporer les contraintes matérielles de son instrument, qui va devenir une espèce de prothèse de lui-même, une prothèse avec laquelle il a les meilleures relations à la fois perceptives et motrices. Et donc, l'artiste qui délègue, il est dans cette situation, ce qui fait que, à côté d'une forme de sous-traitance qu'on s'imagine comme, alors quand elle est revendiquée comme unilatérale, hiérarchisée, l'artiste créateur délègue l'exécution à un autre de son œuvre, à côté de ce modèle-là, il existe en art d'autres formes de délégation moins explicites, moins formalisées, peut-être plus aléatoires, peut-être parfois inconscientes, mais beaucoup plus riches et subtiles que ce modèle un petit peu rigide du faire quelque chose à une agentivité autre, extérieure et détachée du commanditaire. Et ces autres formes de délégation ne sont pas des délégations à sens unique. Elles impliquent au contraire une somme d'effets-retours de la délégation sur celui qui délègue. Et en fin de compte, parce que le phénomène est potentiellement récursif, cette forme de délégation implique un jeu complexe et indémêlable de rétroaction, d'interférences croisées entre le créateur et toutes les agentivités qui l'environnent, en particulier les artefacts et les objets techniques, et aujourd'hui, pourquoi pas, l'intelligence artificielle. Ce sont des agentivités auxquelles il s'ajuste, auxquelles il s'en remet, qu'il peut défier, qu'il détourne à son profit, qu'il apprend à manipuler exactement sur le modèle du musicien avec son instrument, finalement, si on veut essayer ce parallèle. Et donc, vous voyez bien que le faire dans cette conception élargie relève moins d'une conduite d'imposition de la part d'un ordonnateur solitaire, unifié, autonome, tout-puissant, qu'au contraire d'une pratique relationnelle qui suppose une disposition de la part de l'artiste, une disposition d'accueil, d'écoute, une capacité de lâcher prise, de laisser faire, de réagir, une capacité d'apprentissage aussi de ces agents extérieurs. Et donc la musique est pensable selon ce modèle-là. Le cinéma, bien évidemment, lui aussi, repose très largement sur ce principe. Et donc, ce que j'ai évoqué à propos de l'art, de la musique, du cinéma, c'est peut-être pas très difficile de le transposer au domaine littéraire, de transposer ce changement de perspective sur la délégation d'exécution pour remettre en question
l'utopie idéaliste d'une auctorialité littéraire sans partage, et pour remettre en question donc l'interdit qui frappe la délégation d'écriture. C'est l'idée, qui n'est quand même finalement pas tout à fait un scoop, que l'écrivain, lui non plus, n'est pas seul maître à bord, même quand il proscrit l'externalisation des tâches, même quand il ne recourt pas à l'IA, même quand il ne recourt pas à un nègre ou à je ne sais quel exécutant. Hein, on sait depuis longtemps, je est un autre, comme disait Rimbaud, ou plutôt je est d'autres, comme corrigeait Claude Simon, à savoir que l'écrivain est d'emblée pris dans le langage qui le parle ou qui parle déjà avant lui, hein, comme le disait Barthes ou Lacan. Il est pris dans la littérature qui fait son désir d'écrire. Il est On ne vous entend pas. Votre micro est coupé, en fait. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Ça fait longtemps que vous n'entendez pas? Depuis 1 minute à peu près. Ah bon? Voilà, donc Pascal va reprendre. Merci de nous l'avoir signalé. Alors, est-ce que vous avez entendu, quand j'ai dit que ce modèle d'une délégation d'exécution un peu complexe, faite de rétroaction, telle qu'elle existe en art, pouvait être appliquée à la littérature? Oui? Bon, ben, j'enchaîne hein, avec cette idée, donc, que même quand l'écrivain ne recourt pas à un agent extérieur pour écrire son texte, il est quand même aux prises avec des agentivités, des forces, des énergies, des structures autres que lui-même. Je et d'autres, hein, j'avais cité Simon, je est un autre, j'avais cité Rimbaud. L'idée aussi que l'écrivain est pris dans le langage, ce langage qui le parle, qui parle déjà avant lui, Barthes, Lacan. Il est pris dans la littérature, qui fait son désir d'écrire. Il est pris dans le champ littéraire, dans le monde social, dont il intériorise les contraintes, les attentes, ne serait-ce que, alors, soit pour aller dans le sens d'un ajustement, plus ou moins opportuniste, ou au contraire pour prendre le contre-pied de ces attentes, mais il fait avec ses forces et ses structures extérieures à lui. Il est pris aussi dans l'écosystème dont il se sait plus que jamais aujourd'hui partie prenante, et il est pris, bien sûr, dans l'environnement technologique dont, depuis des siècles, il a assimilé les potentialités. Et même dans tous les cas, même s'il ne délègue rien à quiconque, l'écrivain doit sinon faire agir les forces agentives qui le portent à écrire, qui informent son rapport au monde et qui conditionnent ses moyens. Il doit peut-être pas les faire agir, mais il doit tout au moins s'en remettre à elles, c'est-à-dire, un tant soit peu, les laisser faire. Et cette conception élargie de la délégation d'exécution, elle est alors beaucoup plus apte à rendre compte des enjeux véritables des tentatives de production littéraire par intelligence artificielle et de leur intérêt éventuel. Alors, si on admet le principe de ces fameuses boucles de récursivité que j'évoquais tout à l'heure, entre l'agentivité du sujet humain, l'artiste, l'écrivain et l'ensemble des agents forces qui l'environnent, si on admet le principe connexe d'une incorporation par l'homme, l'écrivain, l'artiste, des potentialités de ces agentivités externes, incorporation sous forme de représentation, de savoir, de savoir-faire, d'habitus, alors le cas particulier des relations homme-machine et des liens entre subjectivité humaine et technologie, eh bien, il peut s'envisager tout à fait différemment, hein, non plus sous la forme d'un dualisme irréductible entre l'homme et la machine, mais au contraire, comme un jeu d'interférences à double sens, qu'on appelle la technogénèse, par lesquelles les hommes et les outils se modifient les uns les autres, évoluent finalement de concert depuis la nuit des temps, avec cette conséquence que l'humain est engendré finalement par ses propres artefacts techniques, et que donc il est déjà un post-humain depuis qu'il a taillé ses premiers silex. Et les analyses
de Gilbert Simondon. Les analyses de Bernard Stiegler vont évidemment dans ce sens. Et dans leur sillage, je voudrais évoquer ici rapidement, je l'ai déjà nommé, les travaux de l'américaine Catherine Hayes sur justement ce phénomène de la technogénèse. Ce sont des travaux qui peuvent aider à dépasser l'opposition entre subjectivité humaine et intelligence artificielle en matière de création littéraire. Alors, Hayes n'évoque pas directement la question de l'IA écrivain, mais elle a souligné dès ses premiers ouvrages le partenariat dynamique, je cite, le partenariat dynamique entre humains et machines intelligentes. Elle a réfléchi de manière plus spécifique aux effets du numérique sur le discours, sur la narrativité. C'est ce processus qu'elle appelle l'intermédiatisation, processus par lequel le langage courant, la pensée humaine, le texte, le récit d'un côté, et de l'autre, le code binaire, la computation, l'intelligence machinique, eh bien, s'influencent, s'entremêlent, s'affectent mutuellement, écrit Hayes, au point que l'humain, je cite encore Hayes, s'informatise à mesure qu'il cherche à anthropomorphiser les artefacts informatiques. Alors, Hayes est bien loin de toute technophilie messianique, hein, mais ces analyses invitent au contraire à prendre la mesure critique de tout ce que ce phénomène d'intermédiatisation comporte, je cite, de dangers, de possibilités, de libération, de complexité. Et il faut soumettre à la critique l'incidence du code, le code qui n'est pas plus un ennemi qu'un sauveur, écrit Hayes, cette incidence du code sur la pensée et sur la culture. C'est déjà l'objet des software studies, hein, qui se proposent de ne plus laisser le code et ses différents usages à la seule prérogative des informaticiens et des programmeurs. Et donc, c'est maintenant au tour des spécialistes de littérature, au tour des écrivains, de faire de même avec les productions littéraires de l'IA, c'est-à-dire les soumettre à la critique. Et je pense qu'on pourra alors faire l'hypothèse d'un continuum dynamique entre littérature humaine et littérature machinique, et s'aviser que l'enjeu n'est pas de savoir ce qui distinguerait une littérature spécifiquement humaine d'une littérature déléguée à une machine de Turing. La question est vaine, me semble-t-il, mais l'enjeu, c'est de comprendre ce que devient la littérature dès lors que l'écrivain, sauf à faire sécession du monde, est comme tout un chacun en relation quotidienne avec les IA qui opèrent dans l'environnement numérique. Et de même que l'appareil photo, la caméra ont changé les manières de voir et donc d'écrire, et bien de même, l'IA informe aujourd'hui la subjectivité humaine au point que l'écrivain, qu'il sollicite ou non l'IA d'ailleurs, est d'ores et déjà un tant soit peu augmenté par les potentialités de l'IA. Et Antoine Bello et Philippe Vasset sont des écrivains qui sont, disons, qui ne recourent pas à l'IA. Hein. Ils ont écrit eux-mêmes Ada et exemplaires de démonstration, mais ce sont des écrivains qui, alors peut-être plus que d'autres, se sont à l'évidence documentés sur la question de l'IA, de manière à produire un récit de fiction susceptible, finalement, de passer pour l'œuvre d'une intelligence artificielle, avec ce twist final qu'on retrouve dans les deux romans, hein, puisque aussi bien dans Ada que dans Exemplaires de démonstration, ce qui se produit à la fin, c'est que le récit qu'on avait lu jusque-là comme étant l'énonciation d'un narrateur humain, et donc l'énonciation quasiment de l'auteur lui-même, eh bien ce récit s'avère fictivement bien sûr, mais il s'avère comme l'énonciation d'une machine intelligente. Alors, le titre même, Exemplaire de démonstration pour le roman de Vasset, était un indice. Hein. On apprend à la fin du roman qu'en fait, ce roman a été écrit ce roman qui nous parlait du script generator, on apprend qu'il a été écrit par le script generator et que c'est un exemplaire de démonstration visant à montrer au public et aux clients potentiels susceptibles de l'acheter, à montrer les vertus du logiciel. Et donc, si Vasset peut écrire un roman qui s'avère, au moins fictivement à la fin, comme le produit d'une IA, c'est qu'il a lui-même la connaissance de ce que peut
pourrait produire une IA et qu'il a développé, alors peut-être des stylèmes machiniques, mais en tout cas, Vasset est informé par l'IA. C'est ce qui lui permet d'écrire exemplaires de démonstration. Il en va de même pour Ada, puisque à la fin d'Ada, il y a le même twist finalement. Tout le récit qu'on vient de lire, et qui est simplement une enquête policière, un enquêteur chargé de retrouver Ada qui a échappé à son concepteur et qui se cache sur le réseau, on apprend que tout ce récit de cette enquête policière est peut-être, alors c'est incertain, mais c'est peut-être une création d'Ada elle-même. Et à mon avis, ce n'est donc pas un hasard si ces fictions qui mettent en scène des IA, donc des IA comme motif fictionnel, comme thème, comme personnage d'une intrigue, ils se retournent, au moins virtuellement, comme la production de l'IA elle-même. L'IA, cette fois, comme énonciateur, comme producteur de récits. Alors, pour terminer, quand l'auteur sollicite directement l'IA pour faire un travail d'écriture, ce qui n'était pas le cas de Ada et de Bello et de Vasset, mais quand l'auteur sollicite l'IA pour livrer au lecteur les productions de la machine, il faut bien comprendre que la boucle de récursivité que j'évoquais tout à l'heure, elle se met en place de la même manière. La démarche ne consiste pas en une succession irréversible d'opérations disjointes, l'homme, donc l'écrivain, produisant le code, qui, à son tour, produirait le livre ou l'œuvre, une œuvre qui serait alors détachée de l'auteur et le laisserait dans une situation finalement d'irresponsabilité vis-à-vis d'elle, une œuvre qui s'imposerait à lui comme un fait accompli dans toute son étrangeté, mais au contraire, tout développeur retouche en permanence son programme en fonction des résultats que le programme lui procure, et il retouche son programme, il retouche les paramètres de fonctionnement de son programme jusqu'à se trouver satisfait des résultats de son programme, qu'il peut alors tout aussi bien signer lui-même. Et la récursivité est alors comparable, ni plus ni moins, à ce qui advient dans la pratique la plus traditionnelle de l'écriture. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit? L'écrivain, il est toujours dans une situation de relecteur et de correcteur d'un premier jet qui bien souvent lui apparaît comme dicté par une entité tierce, ce fameux autre, ce je est un autre, ce je est d'autre, une entité opaque qui parle déjà avant lui, presque comme finalement l'écrivain se retrouve face à ce qu'il a écrit comme face à des énoncés ready-made, des ready-made littéraires, et il peut reprendre ensuite ce qu'il a écrit, corriger, faire une nouvelle version, se retrouver face à cette nouvelle version de nouveau en position d'extériorité, recorriger cette version nouvelle, et cela d'une manière potentiellement illimitée. Et je terminerai par cette citation d'un autre écrivain, Aurélien Bélanger, que j'entendais récemment. Il nous disait ceci: quand j'écris, il faisait allusion à ce que je viens de décrire, quand j'écris, c'est comme si je domestiquais ma propre intelligence artificielle. Et peu importe qu'elle soit dans mon cerveau ou dans un serveur. L'essentiel, après tout, c'est que nous nous entendions bien. Voilà, je terminerai sur cette citation de Bélanger, donc, qui me paraît tout à fait éclairante pour notre sujet. Merci de votre attention. Merci infiniment, Pascal. Nous sommes là plus d'une cinquantaine, quelques-uns en ligne et 47 en ligne et quelques-uns en présentiel. Merci vraiment, je crois que tu as encore enrichi ton premier propos. Merci d'avoir déconstruit cette idée un petit peu facile que l'IA serait une seconde mort de l'auteur. Et c'est vrai que moi, je te rejoins tout à fait en pensant que c'est un nouveau mythe du dépassement de l'autorialité commune, après le langage, après la mystique de la création, etc. Merci aussi d'avoir utilisé pour cette déconstruction le biais qui est souvent le tien, qui est passé par l'art contemporain. Je trouve que c'est assez puissant et je crois que tu as montré à plusieurs reprises comment l'art contemporain avait souvent 2, 3, 4 décennies d'avance sur la littérature, en tout cas sous certains égards. Sur certains égards. Merci aussi de ce dernier tiers dans lequel tu as cherché à nous réconcilier. Moi, j'essaie de plaider pour
une communauté d'existence avec les IA et la manière dont notre techno-évolution, notre coévolution avec les machines, la coévolution des algorithmes avec nous peut aller dans le sens effectivement des théories de Catherine Hayles ou effectivement chez nous de Stigler. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis sûr que les questions, les réactions vis-à-vis de ce discours très, très apaisé, très subtil, très intelligent et qui donne beaucoup de profondeur théorique et historique à des questions qui sont souvent caricaturées. Voilà. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a déjà des remarques? Et levez la main en utilisant le dispositif Zoom pour lever la main. Moi, je vais commencer parce que l'autre jour, j'étais chez toi et je t'ai montré un petit peu les premiers usages de GPT-3 qui eux-mêmes avaient été montrés. Donc, on s'initie les uns les autres à jouer avec la baguette magique du GPT-3. Et je voulais te demander si il n'y avait tout de même pas un effet de surgissement, d'étonnement, de magie. C'est quelque chose que Lionel Obadia propose d'analyser sous forme d'une magie technologique, mais il y a quand même un effet qui n'est pas forcément pris en compte dans les œuvres, qui est vraiment cette rupture qu'on n'a jamais vraiment ressenti lorsqu'on voit tout d'un coup quelque chose qui écrit un texte devant soi et un texte qui interpelle, qui redéploie des questions herméneutiques, etc. Donc, c'était sur ces rencontres plus personnelles que tu avais pu faire récemment avec des outils. Oui, c'est une expérience tout à fait intéressante. Alors, on est face à, évidemment, de l'étrangeté. On est face à un dispositif que ces concepteurs eux-mêmes ne comprennent pas complètement, puisque comme on nous l'expliquait il y a un mois, vous savez, dans l'intelligence artificielle, plus les résultats procurés par la machine s'avèrent utiles, productifs, plus ils sont ininterprétables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et les concepteurs de l'IA eux-mêmes, ne peuvent pas se représenter la manière dont la machine a fonctionné pour nous procurer ces résultats. Tant le fonctionnement de la machine, avec les structures en réseau de neurones, avec des matrices à des millions de dimensions, tant ce fonctionnement est complexe. Donc, on est de toute façon face à… Même si on commence à travailler beaucoup, c'est l'un des principaux champs de recherche de l'IA contemporaine, c'est l'IA explicable. L'IA explicable. Mais pour le langage, et donc c'est l'apprentissage par transfert, ce qui est très spécifique, ce n'est pas des réseaux de neurones, etc. Donc c'est particulièrement difficile parce que c'est particulièrement complexe. Alors, on ne peut pas se représenter, à coup sûr, les profanes que nous sommes, les utilisateurs éventuels que nous sommes, ne peuvent pas se représenter le mode de fonctionnement de la machine. Donc, qu'est-ce que ça induit comme position face à cette machine? On est saisi par l'étrangeté, par l'insolite des résultats, par la loufoquerie des résultats, par le fait que si vous demandez, vous ne savez pas si on est susceptible, on ne sait pas si on est susceptible de poser des questions à la machine ou de formuler des demandes. Parce que bon, pour nous, entre demande et question, il y a souvent des questions qui sont des demandes. Et dans les interactions quotidiennes, si je vous pose la question, vous avez l'heure, s'il vous plaît, vous savez bien que ce n'est pas une question, c'est un trope élocutoire, ça veut dire, pouvez-vous me donner l'heure? Donc, parce que si vous me dites, si je vous demande, vous avez l'heure, s'il vous plaît, vous me répondez oui, ça ne marche pas. Donc, en fait, ma question, c'est une demande. Et on ne sait pas trop si la machine est susceptible de décoder les questions qui sont des demandes ou si elle est susceptible de répondre à des injonctions. Dessine-moi un mouton, raconte-moi une histoire. On ne sait pas si, quand on lui envoie ce genre de message, éventuellement injonctif, une véritable demande, si elle se contente de compléter selon une logique finalement probabilitaire en fonction des textes qu'elle a emmagasinés, si elle se contente de compléter notre question ou notre demande de la manière dont des demandes équivalentes ont été complétées par le passé dans des énoncés qu'elle pourrait avoir en mémoire, ou si elle bricole elle-même une réponse possible. Donc, on est
en situation d'étrangeté. Et il me semble que cette situation, comment dire, elle inverse un peu les rôles. C'est-à-dire qu'on partait avec l'idée de défier la machine. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Alors, vous savez qu'on peut demander à une intelligence artificielle de vous fabriquer une vraie fausse chanson des Beatles. Hein, ça marche très, très bien. Ouais. La machine aura, au terme de son apprentissage, dégagé les timbres, les sonorités, les rythmiques, les harmoniques spécifiques de tel ou tel corpus musical. Donc, elle peut, à volonté, vous resservir une image miroir moyenne de tel corpus. Pourquoi pas la même chose en littérature? Donc, on est, c'est vrai, au départ, dans une position qui consiste à défier la machine. Mais face à l'étrangeté des résultats procurés, on a l'impression, c'est une première impression qui reste un peu rapide parce que, tu sais, l'essai qu'on avait fait avec GPT-3, Microsoft, la version bêta, c'était à durée limitée, donc je n'ai pas pu aller très loin. Mais il me semble que la position initiale, qui est celle de l'homme défiant la machine pour lui demander « montre-moi ce que tu sais faire », elle s'inverse et elle devient une situation où c'est la machine qui dit à l'homme « mais prends tes responsabilités et mets en place tes questions, sache ce que vraiment tu attends de moi, dans quel cadre tu travailles avec moi. » Et donc, premier défi, c'est l'homme qui est requis d'élaborer son programme de questionnement. Pourquoi je me retrouve face à une IA, mais en fait, je me trouve très démuni parce que je n'ai pas de but précis face à cette IA. Cette IA n'a pas été conçue pour raconter des histoires ou faire de vraies fausses fables de La Fontaine. Elle a été conçue pour faire de la synthèse de documents, des résumés de documents. Elle a été conçue pour traduire des documents. Elle a été conçue pour classer des masses énormes de discours. Donner des cours de séduction. Je suis en train de remplacer les procureurs, aider les verbatims des personnels de l'hôpital, soutenir l'éducation, être au service de l'écologie. Enfin, voilà. Donc, elle a été conçue, cette IA, avec des finalités véritablement utilitaires. Et quand nous, on arrive, on est justement en dehors de ces cadres, de ce contrat utilitaire avec la machine, puisqu'on ne vient pas lui demander un appoint juridique sur une question, on vient lui demander de nous faire de la littérature. Et là, c'est à nous de préciser nos demandes. Alors, littérature, mais de quelle sorte? On va devoir lui préciser un genre, une époque, un style, pourquoi pas, un ensemble de personnages, un décor, un cadre. Et finalement, c'est nous qui allons prendre les décisions relatives à l'œuvre qu'on demande à la machine. Donc, voilà, ma première impression, c'est que la machine nous met au défi de concevoir le programme qu'on envisage quant à son interrogation. Premier défi. L'autre défi, c'est qu'à partir du moment où vous réfléchissez à des questions, eh bien, la machine vous procure des résultats. Et l'autre défi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les résultats que nous procure la machine? Est-ce qu'on les abandonne parce qu'on les trouve véritablement machiniques et donc imparfaits, loufoques, hors de propos et donc sans intérêt, sans pertinence? Est-ce qu'on les conserve parce qu'ils nous apparaissent exploitables? Mais s'ils nous apparaissent exploitables, c'est ensuite à nous de les exploiter, à nous alors, de les resservir tels quels, mais si on les resserre tels quels, c'est qu'on les assume pleinement. Et donc, ce ne sont plus tout à fait les énoncés procurés par la machine. Ce sont des ready-made, exactement comme les surréalistes s'enchantaient des objets trouvés, ou comme Pierre-Albert Birot s'enchantait de conversations qu'il pouvait capter au comptoir d'un café, dans le métro, etc. Et s'enchantait de leur caractère hétéroclite, composite, loufoque, et donc potentiellement poétique, une fois montés ensemble. Hein. Et donc là, on se retrouve finalement dans la situation des dadaïstes, de tous ces poètes qui ont pratiqué le ready-made littéraire. Que faire? Que faire? Voilà. Et alors, l'autre interrogation qui est tentante vis-à-vis de cette machine, c'est de lui faire pasticher les corpus. Hein? Là, ça marche très bien. Alors là, ça marche très bien. Et là, l'intérêt serait finalement moins un intérêt créatif qu'un intérêt critique, puisque la machine nous renvoie une image
de corpus qui peuvent être très très larges, très massifs et qui débordent toutes les capacités de lecture humaine. Et donc, nous renvoyer, si on construit on soumet à son apprentissage un corpus très construit, homogène, relatif à une période littéraire, un genre littéraire, la machine susceptible de lire tous les textes en question, des centaines et des milliers, donc plus que ne peuvent en lire les humains, la machine est à ce moment-là susceptible de nous renvoyer une image moyenne de ce corpus et d'attirer notre attention sur des récurrences thématiques, des structures narratives qui auraient pu échapper aux historiens de la littérature qui, eux, ont dégagé les canons d'une époque, d'un mouvement, d'un genre, à partir d'une sélection extrêmement restreinte d'œuvres considérées comme majeures, comme les œuvres du canon, mais qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble plus vaste, de la production plus large, à l'intérieur desquelles elles s'inscrivaient en leur temps. La machine peut synthétiser cette production plus large et peut fournir, ça c'est une chose que tu connais bien, peut fournir un outil critique pour appréhender des corpus larges de production littéraire, époque par époque, genre par genre, sous-genre par sous-genre. La machine peut faire émerger des classifications, des oppositions au sein d'un corpus entre plusieurs sous-corpus, sous-sous-corpus, etc. Et là, on rejoint évidemment la démarche de Moretti sur les grands corpus. Alors qu'on était parti d'une attente de la création créative. Pure, Voilà. Et là, finalement, on est juste dans l'analyse rétrospective. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, peut-être moi, je reste tout de même. Bonjour. Et peut-être que au-delà de ce dernier exemple du pastiche, qui est plutôt un outil tout à fait discutable, hein, mais critique d'une histoire possible en fait de la littérature. En dehors de ça, pour la partie de la création, vous avez évoqué donc les Dada, les surréalistes et tout ça, mais bon, pour les Dada, c'était dans tous les cas un jeu, pour les surréalistes aussi, dans ces sens-là, de l'objet trouvé ou des choses comme ça. Et ça n'allait pas du tout dans l'essence aussi des surréalistes, d'un outil politique, par exemple, une opposition politique. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte. J'ai du mal à envisager tout de même les mots, c'est peut-être pas les meilleurs, mais quelle utilité, finalement, on trouve à ça, au-delà de s'émerveiller de quelque chose qui est incroyable, qu'on ne s'attendait pas. Et je pense que même si vous l'aviez dit, on minimise quand même beaucoup cet intérêt économique. Moi, j'ai plutôt du mal à ne pas le voir. Car, vous l'avez dit aussi, ceux qui développent les outils, ce sont les mêmes en fait. Et il y a très peu qui travaillent dans un garage, etc. Ce sont les énormes entreprises qu'on connaît. Et du coup, je vois que c'est plutôt là l'intérêt. Il y a beaucoup de choses à côté, mais qui me semblent plutôt de divertissement. Et, par contre, les vrais enjeux, ils sont visés par des intérêts économiques. Et dont vous avez évoqué certains un peu dans le monde de l'édition, etc. Mais alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt j'ai réagi en fait parce que j'ai quand même du mal à trouver l'intérêt en fait dans ce qui concerne la création. Oui. Je pense que de toute façon le phénomène de l'exploitation, la sollicitation des IA dans une optique créative restera fatalement à la marge. Restera infinitésimal par rapport à tous les modes de sollicitation d'IA qui, eux, sont portés par, très justement, hein, comme vous dites, l'intérêt économique. Il s'agit de faire mieux, moins cher, plus vite ce que fait l'homme. Et là, évidemment, c'est ravageur. Le problème se pose déjà dans le domaine de la traduction, où la concurrence, elle est maintenant inévitable entre les traducteurs humains et DeepL et les autres. Alors, que faire? Il faut d'abord s'aviser dans le domaine de la traduction. C'est quelque chose que Tiffaine Samoyo, par exemple, commente de manière très, 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 très fine, très avisée. Dans le domaine de la traduction, la concurrence de l'IA nous ferait croire en un modèle unique de traduction.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un texte dans une langue, vous voulez le traduire dans une autre langue, la machine vous le fait, et il y a une sorte de relation bijective qui s'établit entre la version d'origine et la version traduite. Telle version d'origine donnera nécessairement telle version traduite. Ça nous fait croire ça, hein, qu'il y a un automatisme possible de conversion d'une langue en une autre, là où toute l'histoire de la traduction montre qu'une traduction, c'est un ensemble de décisions, parmi d'autres possibles, prises à chaque fois dans un contexte particulier, par un traducteur particulier. Et la concurrence de la traduction, de l'IA dans le domaine de la traduction, est à coup sûr, va dans le sens d'un appauvrissement culturel. Si on ne s'avise pas que la traduction proposée par l'IA est elle-même réglée par des présupposés idéologiques qui ont été intégrés dans l'élaboration de l'outil lui-même. Ça peut se discuter. Ouais. Effectivement, il y a l'argument complémentaire, c'est que en fait, l'IA n'est possible que sur des grandes langues. Oui. Tu vois, tandis que sur des petites langues où tu as des petits corpus, l'apprentissage est beaucoup plus difficile. Donc, elle renforce en fait les grandes langues pivots. Oui. En fait. Donc, ça va dualiser encore plus. Ça peut dualiser encore plus le champ des langues et les dominations langues, linguistiques, absolument. le phénomène de domination linguistique. Bon, c'est des questions ouvertes. Hein, Ouais, c'est parce qu'on peut imaginer, tu vois, des IA qui rendent au contrat accessible des langues minoritaires et ou Oui. des IA qui ne seraient pas, enfin, qui seraient entraînées à ne pas traduire de manière neutre, si tu veux. Hein, parce qu'en fait, on s'en rend compte quand on utilise DeepL, il y a le choix et l'IA est souvent une manière d'assister. Oui, de proposer des traductions multiples. Oui. Donc, on peut aussi, tu vois, penser des formes de coopération, comme toi-même, tu l'as évoqué dans toute la dernière partie de ton exposé. Mais, alors, c'est un problème plus large, aussi bien pour la création que pour la traduction. Tout recours à des automates a tendance à nous déposséder de nos propres compétences. Ça, c'est un phénomène large. Quand toutes les voitures se conduiront sans pilote, personne ne saura plus conduire. Or, on peut penser que la subjectivation humaine, elle passe précisément par l'acquisition de compétences, par des apprentissages qui sont psychomoteurs. C'est le corps qui apprend, comme le corps qui apprend à jouer d'un instrument de musique. Si l'instrument joue tout seul, et merveilleusement bien, que restera-t-il de ces magnifiques potentialités de subjectivation par accroissement de nos capacités à maîtriser justement un objet autre, à maîtriser le réel qui nous résiste, à conduire notre voiture sachant que c'est dangereux, mais justement parce que c'est dangereux, eh bien, notre attention est en éveil et on contrôle notre destin parce que notre attention est en éveil. Là où, si on est totalement assisté, le risque, c'est l'apathie, l'atonie, etc. Là, je renvoie à un auteur que j'aime bien, Crawford, son prénom ne me vient plus. Michael Crawford? Matthew Crawford, oui, qui a écrit L'éloge du carburateur, qui a écrit Prendre la route, une éloge de la conduite, et c'est véritablement une réflexion sur l'IA appliquée à la sécurité routière, aussi bien l'IA qui va régir la circulation en pilotant les feux de signalisation que l'IA qui va permettre l'assistance à la conduite, tel que ça existe déjà, les automatismes de conduite, que ce soit les régulateurs de vitesse, les automatismes de direction de trajectoire, etc. Il analyse combien tout cela dépossède l'humain. Et finalement, on en est à faire à l'IA avec des projets de circulation régulés par automate. On en est à faire à l'humain ce que l'humain sait très bien faire. Crawford prend l'exemple du carrefour Mais une machine romain. à coudre, ça fait à l'humain ce qu'une machine. Non, justement. C'est très bien. Justement. Faire, on apprend à l'IA à faire ce que les humains peuvent intuitivement, avec l'expérience, faire tout seuls. Et donc, on dépossède les humains de certaines de leurs capacités qui font précisément leur position de sujet. L'imaginaire de la voiture qui roule tout seul, dans l'imaginaire aussi de ceux qui veulent que les gens fassent autre chose quand ils conduisent. Bien sûr.
et soit disponible pour la publicité. Ça, c'est effectivement que c'est une possibilité sur les voies autoritaires, faire un pixou, son nom politique, et donc pouvoir mettre le vidéo. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un temps d'attention là qu'il faut capter, bien sûr. Effectivement, là, en quelque sorte, si on veut que décharger les humains de ce qu'ils savent déjà faire, c'est bien pour leur faire faire autre chose. Oui. C'est pas simplement pour les priver non, bien sûr. de compétences, c'est pour ou les rendre disponibles à des choses auxquelles ils pourraient. Bien sûr. C'est pas pour aller vivre au parc. D'accord, ça c'est une technique. L'ensemble des techniques de la machine, toute l'organisation du travail social, ça consiste à décharger les humains de choses qu'ils savent faire par ailleurs. Je ne vois pas du tout ce que ça a d'étonnant. Enfin, je vois la spécialisation des métiers. S'il y a des écoles, c'est parce qu'on spécialise des gens pour nous décharger de choses qu'on ferait par ailleurs. S'il y a des râpes à fromage, c'est pour nous faire gagner du temps sur le temps. Enfin, moi, là, je ne vois pas la rupture. Ouais. Alors, moi, il me semble quand même qu'il y a une rupture, c'est qu'ici, il s'agit de création, c'est-à-dire vraiment peut-être de l'activité la plus prestigieuse qui puisse exister chez l'humain, c'est la création et la production intellectuelle. Je pense que c'est très différent. Moi, je pense qu'il y a aussi un art de la culture, voilà, mais je pense que c'est très différent de l'art de conduire. Effectivement, je comprends que pour un bon conducteur, il y a sans doute un art de conduire, mais ici, voilà, la question que je me posais justement pour continuer cette réflexion que vous évoquiez juste précédemment. Voilà, je me demandais si le fait, je comprends qu'il y ait, du point de vue en fait, des études littéraires, un vrai challenge en fait, à se décentrer pour essayer justement de ne pas être trop critique sur ces objets, effectivement, qui appellent en fait peut-être instinctivement un sentiment justement de privation de son autonomie. Enfin, c'est ce que montre. Enfin, moi, je suis sociologue en fait, en sciences de l'information et de la communication, et c'est vrai que ce qu'on montre en sciences de l'information et de la communication, c'est que ça correspond à une injonction, la gouvernementalité algorithmique, la régulation de la société, la perte de l'autonomie des humains. Et je me demandais si, en tant qu'acteur en fait, de l'étude littéraire, qui est quand même le champ le plus prestigieux en fait, de la culture intellectuelle, le fait d'apposer en fait un regard conciliant sur les formes de production et de création artistique. Est-ce que ça ne risque pas aussi finalement de dévaloriser aussi quelque part dans certains milieu de réception, enfin justement ce prestige de l'auteur, enfin finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'autoriser, moi je me demande, parce qu'on est toujours pris dans des conflits, dire quelle attitude prendre, si je critique finalement, mon point de vue ne sera pas reçu, enfin dans un Infocom, on a exactement le même problème, je travaille beaucoup sur l'identité numérique, c'est exactement le même problème, si on critique, on est classé pour la critique. Et voilà, mais si on porte un regard trop, trop compatissant, voilà, ensuite, on autorise aussi des pratiques. Et moi, ce que j'ai vu aussi dans la société, c'est qu'en fait, les personnes nous regardent aussi, en particulier, regardent aussi les personnes telles que vous, qui sont un peu les gardiens du savoir, de la culture, très légitime effectivement, du point de vue de la société, la littérature, les arts classiques, voilà. Et en fait, de savoir que, je me pose la question de la responsabilité en fait, de l'expression de son point de vue par rapport à ces technologies, à ces formes de création. Oui, il ne s'agit pas de les, enfin pour moi en tout cas, il ne s'agit pas de les légitimer, mais il s'agit de comprendre comment de toute façon elles sont là. Et
comment elles vont interférer de plus en plus avec des pratiques d'écriture traditionnelles. Quand vous écrivez avec un traitement de texte, alors tous les écrivains n'écrivent pas au traitement de texte, mais il y a déjà, même si vous ne recourez pas à l'autocomplétion, etc., il y a quand même toute une architecture du traitement de texte qui conditionne votre écriture, même s'il n'y a pas complètement d'intelligence artificielle derrière. Ça, c'est le propre des software studies, que d'analyser la manière dont les outils informatiques qu'on utilise au quotidien programment ce qu'on fait avec eux. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de conscientiser cet effet de, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, de convenience ou cet effet retour de cet écran qui nous paraît totalement transparent, totalement ce logiciel qui nous paraît totalement docile parce que les affordances. Les affordances, voilà, merci. Et en fait, ils conditionnent ce qu'on va leur demander. On n'écrit pas pareil au traitement de texte que sur un papier, ne serait-ce que parce qu'on est d'emblée, quand on est devant son traitement de texte, en position de relecteur de ce qu'on a lu, ne serait-ce que pour vérifier la frappe. Bon, eh bien, cette analyse critique qu'on peut faire des affordances, c'est-à-dire des effets retours du médium sur le message, ça c'est déjà ancien, il faut la développer à l'identique, cette critique, sur les effets retours de l'IA sur notre manière de penser et donc d'écrire, de créer. Je pense. Il ne s'agit pas de légitimer. Quand je parle de ces expérimentations à des gens qui ne sont pas d'emblée intéressés par la question, ça produit toujours un petit sourire un petit sourire de bienveillance, mais sans plus. C'est l'idée que ça ne va pas changer grand-chose et on reste quand même dans un imaginaire où, de la littérature où on attend d'un auteur qu'il ne joue pas au dé. Et qu'il ait une réelle intention. Et je crois même que, pour avoir lu des études récentes de notre collègue, par exemple Frank Schurwegen, il revient à l'idée de l'intentionnalité d'auteur. Vous voyez, c'est un peu, il y a un retour de balancier là, qui est peut-être nécessaire pour équilibrer cette mort de l'auteur qui semble se répéter et s'intensifier avec ces outils-là. Donc, ça va produire nécessairement une polarisation et du dialogue. Je ne pense pas qu'il y ait, comme ce que vous disiez, ce que vous signaliez dans le domaine des sciences de l'infocom, il n'y aura pas d'ostracisme, il y aura du dialogue entre ceux qui s'intéressent à ces formes de littérature par IA et ceux qui ne s'y intéressent pas. Je pense que ça peut être fécond. Il y a des questions. Oui. Voilà, donc écoutez, Raoul et Judith. Raoul, vous voulez commencer? Réactivez votre son pour qu'on vous entende. C'est bon. Vous m'entendez là? On vous entend très bien, merci. Je vous remercie pour ce séminaire. Là, lorsqu'on pose le raisonnement autour de l'IA comme écrivain, automatiquement, c'est un questionnement qui nous permet de déboucher sur la réception culturelle de l'identité de l'auteur. Et nous sommes aujourd'hui dans un imaginaire où les différentes productions littéraires sont classées autour de certaines zones géographiques. Donc, moi, je demandais aujourd'hui comment on pourrait, tout simplement, classer une production ou un test produit par une IA. Vous voulez dire comment la localiser, l'assigner à un territoire, à un groupe social? Une écriture, c'est une nationalité, largement, culturellement, c'est l'ancrage dans une langue, c'est une très très bonne question. Silicon Valley, par exemple. Pardon? Silicon Valley. Ah oui. Oui. L'IA peut accroître la centralité de la Silicon Valley. Mais elle peut être aussi appropriée par des contre-publics, par des... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais effectivement, est-ce qu'une IA va être forcément associée à une
domination culturelle qui est celle de la Silicon Valley. Je crois qu'il n'est pas anodin, par exemple, qu'il y ait des batailles sur les modèles linguistiques. Les grands modèles linguistiques font l'objet d'une concurrence et d'une bataille entre les États-Unis qui ont lancé GPT-2 puis GPT-3 et la Chine qui a prétendu faire un très grand modèle de langage en mandarin bien plus important, puis l'Europe qui a réagi, la France qui a voulu développer son propre modèle de langage. Donc, il y a une vraie concurrence avec des chercheurs plus idéalistes qui ont voulu produire des outils pour fabriquer soi-même sur n'importe quelle langue des modèles de langage. Donc, clairement, il y a des enjeux nationaux et la question de la situation, de l'ancrage du positionnement des IA au bon endroit dans une compétition et pas anodine. Et tu sais comme moi, comme dans la littérature, elle est aussi ancrée. Elle se territorialise. Donc, je pense que c'est vraiment une question très, très intéressante. Disons qu'on garde cette question ouverte dans nos recherches, quoi, dans ce programme de recherche sur l'imaginaire de l'IA, la culture de l'IA. Ah oui, il y a des concurrences. Alors, est-ce que les formes de concurrence seront spécifiques à l'IA ou est-ce qu'elles vont reproduire des concurrences entre groupes, entre pays, entre langues qui existaient déjà? Je ne sais pas. Tu vois, on a pu dire que l'IA pouvait être un nouveau colonialisme numérique. Et clairement, ce sont des questions tout à fait importantes. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir posé. C'est très important. Judith, vous vouliez également intervenir, rallumer votre micro, votre caméra. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Non, ça rejoint un petit peu, j'aurais aimé peut-être rebondir sur la question qui était posée sur l'intérêt à convoquer l'IA dans la création qui était posée tout à l'heure par votre voisin. Et je me demandais s'il n'y avait pas d'intérêt justement à ce que l'IA vienne représenter d'autres langues, d'autres récits, donc ceux qui ne sont pas représentés par ces gros modèles de langage dont vous parliez, qui ont tendance à homogénéiser la langue. Est-ce qu'il n'y a pas ici un enjeu politique très fort? Et ce qui m'amène du coup à un deuxième peut-être point de réflexion, qui est la question de l'IA comme médium, et donc comment l'IA peut-elle devenir un instrument que tout un chacun pourrait être amené à utiliser pour s'exprimer. Donc, je pense par exemple à des personnes âgées ou à des communautés minoritaires. Je ne sais pas si vous êtes... si vous connaissez ce travail Not the Only One de Stephanie Dickinson, qui a par exemple nourri un modèle à partir de conversations qu'elle a fait avec plusieurs personnes de sa famille, une famille donc afro-américaine aux États-Unis. C'est intéressant, vous pouvez le mettre dans le chat, ça nous intéresse beaucoup. Tout à fait, donc, qui donc propose une œuvre vraiment très très riche qui pose la question de la mémoire, comment par exemple ces conversations qu'elle a eues avec ces trois personnes en plus de sa génération, donc de générations différentes, donc sa grand-mère, je crois, elle-même et une nièce à elle, donc il y a trois générations qui viennent nourrir cette IA. Voilà, et qui viennent aussi quelque part représenter une autre langue voilà, qui est minoritaire aux États-Unis, une autre culture. Voilà, donc ça c'est un exemple pour moi de co-création avec une IA dont, voilà, qui vient répondre à un problème politique, je pense, assez fort. Donc je voulais juste savoir si ça pouvait, soit vous pouviez rebondir ou si cet élément pouvait être… Voilà, on travaille très, très activement là sur un projet dans lequel on va essayer, avec les habitants d'une petite ville, d'utiliser l'IA pour fabriquer du collectif en entraînant une IA en fait, par transfert sur en fait, un ensemble de récits d'une ville de l'Oise. Donc ça, c'est un projet pour dans 2 ans, on en reparlera, mais c'est clairement une question qui nous intéresse énormément. Moi, je suis très, très heureux si vous pouvez nous envoyer la référence de Not the Only One. Ça m'intéresse beaucoup, ces usages minoritaires, intimes de l'IA me semblent tout à fait intéressants. Est-ce qu'on a des effets d'amplification? Est-ce qu'on a des effets de résonance? Est-ce que je suis très, 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 très curieux de savoir à quoi ça peut ressembler.
Et je vous remercie vraiment de cette référence. Oui. Vous avez évoqué au début, vers la fin, vous avez évoqué le fait qu'une IA est capable en fait d'avoir dans sa base de données un corpus gigantesque qu'un humain ne pourrait pas dans toute sa vie lire et appréhender. Dans ce sens-là, je vais faire une corrélation avec un ouvrage que je viens de finir qui s'appelle Art et créativité de Marcus de Sautoy. Et vers la fin de l'ouvrage, il dit 2500 mots de cet ouvrage ont été générés par un algorithme. Et donc, est-ce que vous avez vu la différence? Il pose la question. Bêtement, je n'ai pas vu la différence. C'était identique. Le style était identique à ceux qu'il avait fait au début. Même au début, j'ai refusé de croire parce que ça me semblait être un mensonge. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout que j'ai lu l'ouvrage de manière très profonde. Donc, je n'ai pas sauté de paragraphe. Et donc, la question que je me pose, est-ce qu'un jour, l'utilité dont on parle tous, et est-ce qu'un IA ne pourrait pas nous remplacer en qualité de chercheur? Tout ce qu'on fait autour de cette table aujourd'hui ne pourrait pas être généré par des IA qui ont la capacité de lire beaucoup plus. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Oui, vous savez, puisque aujourd'hui, on est tous sous le diktat du publish or perish. Donc, il y a une injonction à la surproduction scientifique qui, évidemment, électrise tout le monde et qui fait se multiplier les cas alors, de plagiat. Alors ça, c'est pas de l'IA, c'est de l'opération très manuelle, mais qui voit aussi se multiplier. Il y a des sites dédiés, j'ai plus les références en tête, mais il y a des sites qui vous fabriquent des vrais faux articles scientifiques qui sont destinés à berner les comités de lecture des revues. Et il y a toute une flopée de cas, d'exemples qui ont réussi. Hein. Et en fait, ceux qu'on connaît, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Mais on sait que, on s'aperçoit, disons, 1 an, 2 ans, 3 ans après, que ce qu'on a pris pour une publication scientifique originale, signée, était en fait un artefact complet produit par IA. Donc, oui, il faut être très, très défiant vis-à-vis de ça. Et l'expérience que propose l'auteur que je vous évoquais, voilà, il y avait un passage de mon livre qui n'était pas de moi. Est-ce que vous l'avez vu? Non, bon. Ben, ça va nous mettre en alerte. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est des vieux jeux. Enfin, Sartre avait mis il y a une page manquante dans L'être et le néant, comme vous savez. Oui. Donc, effectivement, en fait, non, mais je crois que tu as montré toi-même la manière dont c'était des jeux anciens par moment. Hein. Donc, je remercie pour la référence de Not the Only One que je recopie et qu'on va utiliser assurément. Merci vraiment beaucoup. Not the Only One. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'on a du mal à essayer d'équilibrer les avantages et les possibles problèmes plutôt. Pour moi, c'est clair. Hein. Oui, il y a plus de problèmes que d'avantages. Oui, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'à part un intérêt, ça peut générer une certaine curiosité, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous venez de dire, c'est sans doute intéressant, c'est drôle. Mais au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'on va trouver de plus. Par contre, ce que ça entraîne, c'est une automatisation de tout et de tout ce qui n'est pas encore automatisé, la création artistique, tout en disant que c'est, par exemple, sous l'image de la collaboration, que j'ai du mal à voir, la collaboration, entre qui et qui exactement. Ou de l'exploration de nouvelles choses, ça reste à mon avis très très vague. Hein. Par contre, on voit, et là on l'a constaté, et on le constate de plus en plus, qu'en effet, il s'agit de plutôt libérer le temps libre pour acheter des trucs. En fait. C'est pas plus complexe que ça. Du coup, c'est très simple. Oui. Et là, précisément, dans les littéraires, vous avez répondu hein, quand j'ai posé la question. Je pense que la réponse allait plutôt dans le sens des. Il n'y a pas vraiment une utilité. Ou en tous les cas, on attend de la trouver.
on commence et on va voir s'il y a quelque chose qui sort, mais sinon, je ne vois pas vraiment l'utilité. Je pense peut-être pour bon, c'est un peu calme, hein. Non, mais il y a des, tu ne soupçonnes pas l'originalité de ce que l'IA peut produire. Dans dans le volume qui paraîtra dans quelques mois, issu du colloque en ligne, on montre notamment une BD créée par une IA, une BD pornographique créée par une IA qui s'appelle Fast Walkers. Il y a un article qui analyse ça de Ilan Manouach. Enfin, on peut avoir des champs de création et le trouble de cette BD pornographique par IA est extraordinaire parce que les corps se mélangent d'une manière qu'aucune humanité n'avait jamais imaginé. Donc, on peut tout à fait imaginer des déplacements, des mélanges, des troubles d'un ordre nouveau. Tu ne peux pas dire que la vallée d'étrangeté, elle est forcément fermée à l'origine. Donc, non, les usages créatifs et les potentiels créatifs ne sont vraiment pas à sous-estimer, hein. Je pense qu'on est au tout début, que des transferts, des mélanges, ce sont des cut-ups d'une richesse que la culture n'a peut-être encore jamais vue. Et donc, je pense qu'on peut attendre beaucoup de choses qui pourraient être très intéressantes. Voilà. Mais finalement, c'est une culture de la réception, de l'anesthésis et non pas de la poésis. Parce que finalement, la poésis, ça devient de la programmation, du décentrement de la machine, justement, à ce niveau. Tandis qu'effectivement, là, effectivement, on peut se réjouir de l'œuvre, jouir de l'œuvre en tant que production d'une matérialité, qu'elle soit humaine ou non humaine. Mais finalement, on recule seulement sur la poésie. Mais finalement, effectivement, si on ne fait pas, ça ne change pas grand-chose. Ça augmente les possibles. Non, c'est pas ça le demande. Oui, ça augmente les possibles. Et je pense que. C'est de réception. Oui, mais en recevant des productions émanant d'IA, les créateurs vont ressourcer, vont enrichir leur propre vocabulaire. C'est comme l'invention de la peinture à l'huile, c'est comme l'invention de tous les outils techniques de l'histoire de l'art, pourrait-on imaginer. Oui, ça renouvelle la culture, le champ culturel, et donc ça donne de nouvelles sources d'inspiration. Une nouvelle possibilité technique, comme l'arrivée du numérique au cinéma. Enfin, Non, mais je travaille sur le numérique depuis 20 ans. Effectivement, moi j'ai vu qu'effectivement, ça a profondément changé les pratiques, notamment d'identité, l'identité personnelle, l'identité sociale, la création personnelle. Ça, c'est indubitable. Mais ça n'a pas pour autant forcément mené vers le haut, enfin, d'une manière générale. Hein. Oui, parce que ça va dans le sens de. On se rend compte que. Mais on peut imaginer que des IA qui seront incarnées, des IA plus sensibles, soient aussi capables de produire des choses un petit peu différentes aussi. Parce que c'est ce qui manque à ces IA. Maintenant, on travaille sur des IA qui travaillent moins sur le passé, mais qui sont capables de se nourrir du présent aussi. C'était un des grands biais des IA, c'est-à-dire que leur corpus datait, donc elles ne faisaient que reproduire ce qu'elles existaient. Donc maintenant, on essaie de les nourrir des flux les plus contemporains pour qu'elles soient capables, quand on leur demande d'écrire un poème sur l'Ukraine, de prendre en compte la guerre en train de se faire. Mais l'expérience du corps, le choc visuel, les émotions qu'on a devant ces scènes-là, cette humanité-là, elle n'est pas du tout prise en compte là. Et c'est de ce point de vue-là, assurément, on n'a pas envie d'avoir une création fictionnelle face aux émotions dans lesquelles on est convoqué. Enfin voilà, en tout cas, c'est peut-être une limite possible. Je pense aussi qu'il y a un accord de la réception. Vous avez évoqué cette idée. Et en fait, par exemple, si on prend l'exemple de AlphaGo, qui est un jeu de Go qui a été joué par c'est l'algorithme qui s'appelle AlphaGo et qui a été entraîné pour battre les humains, les champions de Go. Et donc, AlphaGo a été entraîné par des joueurs de Go et par il a réussi à battre le champion du monde. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'était une décision que l'algorithme avait prise lors d'un jeu. Donc, il avait pris une pièce blanche là où on ne s'attendait pas du tout. Et donc, à partir du moment où il a posé cette pièce blanche, tout le monde s'est dit c'est une erreur, il va rater. Et en fait, on a vu qu'il avait calculé le coup et qu'il a gagné le jeu parce qu'il a anticipé une stratégie et qu'il est venu à
avec cette idée, qu'on ne connaissait pas. Alors que le jeu, il date depuis 1000 ou 2000 ans. Donc, on voit que AlphaGo était capable d'anticiper et d'apprendre à l'humain. D'inventer une stratégie de jeu. Oui. Mais je n'aime pas ce genre de choses, justement, j'ai horreur. C'est pas que je ne crois pas. Non, la question, Carlos, c'était limite. C'est-à-dire que jusqu'où tu veux. Enfin, la question, c'est est-ce que tu es capable d'accéder une IA, par exemple, pour éduquer tes enfants, pour s'occuper d'une personne âgée, pour faire une opération cardiaque, pour avoir des rapports sexuels avec toi, pour t'aider à traduire, pour t'aider à conduire. La question, c'est nos limites. Jusqu'à dans quel domaine de l'être humain sommes-nous capables d'accepter une IA? Et est-ce que donc tu es capable d'intéresser un texte créé par une IA? Voilà, c'est exactement la même question de savoir si tu as envie de coucher avec une IA. Oui, mais là, tu poses la question comme si elle était adressée aux consommateurs. Oui. Or, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que là, il n'y a personne qui est en train de demander ça. Peut-être aujourd'hui, en 2022, sinon, à la base, personne ne demandait ça. C'est l'offre. Le marché crée la demande. Le marché crée la demande. C'est des marchés qui, avec les moyens absolument incroyables qu'ils sont, vont créer ça de nulle part. Après, les gens vont aller. Bien sûr qu'ils vont tous avoir la curiosité, etc., sentir que c'est nécessaire. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu mets un. Mais je suis pas d'abord. Dans le sens, pour terminer, dans le sens que tu dis que c'est comme si c'est comme le cinéma numérique. Alors, c'est pas du tout la même chose en fait. Parce que là, le cinéma numérique, il n'était pas censé dépasser ce qui était le cadre du cinéma. Avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on le sait tous très très bien, justement, c'est le fait que tout est connecté. Donc, donner la puissance pour faire une telle chose, ça va dépasser forcément cette chose. Et on parle plutôt des enjeux de société. Ce n'est pas quelque chose pour râper des carottes plus vite. C'est pas ça, c'est pas du tout ça en plus. Non, c'est autre chose. C'est autre chose qui est connectée, qui est produite d'une certaine manière, avec des objectifs qui sont différents. Je pense que là, il ne faut pas négliger cet écart qui est. La question de la création, pour moi, ce serait plus humain qui existe dans tout ce qui est. Et pourquoi ça serait ce qui est plus humain, la création artistique? Après tout, un oiseau, il chante. C'est la création. Et pourquoi c'est une vraie question. Pourquoi l'essence de l'humain, pourquoi le plus humain de l'homme, ça serait l'art? C'est une question très, très intéressante. De mettre le pinceau ne crée pas. C'est pas lui qui crée. Ça dépend du façonnage, quand même. Il n'y a pas l'intentionnalité, c'est un outil. D'accord. Parce que, si je peux mettre notre définition de la créativité plus appuyée sur l'intentionnalité, vous avez certains artistes et certaines cultures qui vont définir la créativité totalement différemment. Et donc, pour ces artistes-là, l'IA peut être créative. Oui. La créativité est un concept qui se modifie de multiples façons. Et donc, dans ce cas-là, voilà, je peux considérer. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que moi, je suis prêt à m'accorder à l'idée qu'on peut penser la créativité sans intentionnalité et que même, très concrètement, je pense que notre société est une société qui est fondée sur tout un tas de choses dans la qui n'est pas du tout intentionnelle. Et du coup, là et là, parlez fort. L'IA, elle a toujours quelque chose d'humain. Qu'est-ce qu'elle accomplit d'humain, justement? Et de fait, quel humain sommes-nous, nous, dans cette société qui a fait l'IA, qui a produit l'IA, qui a fait advenir l'IA, et au-delà de l'IA, je pense peut-être faire j'ai une vision où je généralise à l'idée que c'est des outils numériques. L'IA est une application du. Et en fait, quels sont ces humains qui font advenir cet outil-là et qui n'est pas advenu dans nos sociétés et que ça n'est pas simplement un problème de capacité technologique il faut aussi des représentations, des fondements, des façons de faire pour faire advenir un outil dans une société donnée. Et donc, du coup, l'IA, si elle crée, qu'est-ce qu'elle fait d'humain, en fait? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'elle fait d'humain? Et du coup, quels humains sommes-nous, en fait? Oui, exactement. Ça inverse la question. Dans
le sens où, par exemple, vous avez cet artiste qui s'appelle Lionel Morin, qui voit dans la stigmergie, donc c'est l'intelligence des insectes, par exemple des fourmis ou des abeilles, de la créativité. Pour lui, la créativité est là, et donc il va reproduire dans son robot une forme de stigmergie, avec plusieurs robots qui vont dessiner, en fait, du coup, en étant en écho les uns par rapport aux autres, comme les insectes, en fonction de l'action du robot A, le robot B va agir différemment. Et donc, pour lui, il a créé un manifeste qui dit que ces robots sont intelligents. Et en fait, ça inverse la question, dans le sens où c'est plus l'IA qui va imiter l'humain, c'est que les artistes avec l'intelligence artificielle vont transgresser nos définitions de l'humain, ou si la définition de l'humain, pour lui, c'est ça, il va aller tâtonner la frontière et pousser la frontière de la définition de l'humain en disant si c'est pas ça, c'est quoi? Et donc dans nos cultures, par exemple, où effectivement l'intention définit la créativité, vous aurez des artistes qui vont minuer l'intention pour encore repousser la définition de l'humain et du coup reproduire cette question à l'infini. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que je ne définis pas la création comme une intentionnalité. Justement, pour moi, c'est quelque chose de complètement abductif, en fait, où on sonde justement le sensible et voilà, pour progressivement advenir à quelque chose d'incertain. Mais voilà, mais en fait, moi, ma question, c'était plutôt quel intérêt, enfin, justement, c'est l'intérêt de déléguer cette chose merveilleuse qui est de créer, d'inventer, voilà, à des intelligences artificielles. Enfin, effectivement, c'est pour un objectif mercantile de mécanisation, enfin, d'industrialisation de certaines formes de consommation, mais voilà, c'est ça que voilà. Moi, c'est un peu ma réserve, mais effectivement, elle est juste. Je ne vois même pas trop l'intérêt de cette réserve, mais c'est vrai que je ressens comme ça. Je comprends totalement votre question, mais ça veut dire qu'on part du principe que c'est à l'humain de déléguer la créativité. Donc, c'est l'humain qui possède la créativité. Bah, celle-là, oui. Ah, oui. Pas celle des oiseaux, mais celle-là, oui, puisqu'elle l'invente. Donc, celle telle qu'elle est conçue par notre culture occidentale. Ce sont des Occidentaux qui développent les intelligences artificielles. Pas que. Pas des Occidentaux, oui. Il y a d'autres cultures. C'est pas que la créativité occidentale, ça, je pense que c'est vraiment une notion assez universelle de la créativité. Hein, la créativité abductive, c'est vraiment ce qu'il y a de plus large et qui peut englober toutes les formes de création. Je pose la question, je me demande s'il y a une notion universelle de la créativité. Alors, je ne pose pas de question universelle, je dis c'est la plus large. Et donc, qui est potentiellement celle qui peut être la plus partagée, c'est-à-dire en fait, ça n'est pas spécifiquement occidentale, notamment vous regardez la créativité en Asie, enfin, je sais pas, comment définir la créativité en Asie ou même la créativité occidentale, parce qu'elle dépend complètement de chaque individu. Donc, si vous voulez en être sur des ordres de réflexion de l'universel, de l'occidental, qui est... Après, vous avez l'histoire de l'art qui va créer des champs qui ne sont pas précis, effectivement, parce qu'après, il y a l'individuel, mais par exemple, ceux d'une ontologie à l'autre, on sait que la créativité est envisagée un peu différemment. Et donc, c'est vrai que c'est impossible. Du point de vue sémiotique, ça se modélise parfaitement la créativité. En fait, c'est le processus d'abduction, enfin, persien. Et c'est quelque chose qui a une logique. C'est intégré dans le raisonnement logique. Et la logique, enfin, on peut dire quand même que c'est quelque chose... moi, je pense que le modèle persien est universel, mais ensuite, voilà, je pense que c'est le raisonnement humain qui est comme ça. Mais voilà, effectivement, qui peut tout à fait être pris en charge par une machine, hein, parce que la machine aussi, elle fait de l'abduction, elle peut aller scanner voilà, l'apprentissage profond, c'est ça, exactement. Ça fonctionne comme l'abduction. Et voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, ce n'est pas la rivalité, parce qu'effectivement, on peut dire que la machine est plus opérationnelle que l'humain, parce que c'est ça les discours de Kurzweil et de tous les inventeurs, enfin les prôneurs de l'immortalité numérique et de tous ces avatars qui vont nous remplacer voilà, après notre mort. C'est quand même de dire que l'intelligence artificielle est plus susceptible d'être opérante que l'intelligence humaine. Moi, c'est ça profondément qui me gêne éthiquement, parce que je trouve que c'est pas un bon modèle à donner à nos étudiants, en fait. Voilà, parce qu'en fait, on peut se dire, voilà, si on a les dispositifs, pourquoi pas faire son travail par
Parce que pour moi, c'est toute la question du savoir en fait, dans la société qui est posée, parce qu'effectivement, dès lors qu'on peut déléguer à une machine, mais peut-être je suis d'une vieille école où c'est important voilà, de travailler pendant des heures dans l'obscurité, mais pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental dans le sentiment d'existence et le malaise que ressentent tous nos étudiants aujourd'hui par rapport à leur existence, etc. Moi, je pense qu'il est beaucoup dû à cette culture du facile, en fait, mais qui est illusoire. Parce qu'en réalité, l'existence voilà, est ancrée dans la complexité du réel. Mais, je réfléchis voilà, toute seule. Et je trouve que voilà, la discussion... Merci. Écoutez, je crois que je voudrais dire un dernier mot, Pascal, avant que nous closions cette rencontre absolument passionnante qui nous invitera peut-être à revenir aussi en présence, parce que c'est vrai que c'est quand même très agréable d'être là. Oui. Un petit mot de conclusion, Pascal? Un mot de conclusion. Moi, je pense que la créativité humaine, c'est de tout temps nourrit à la fois des formes naturelles, hein, les minéraux, les végétaux, et qu'elle peut pareillement, elle s'est nourrie des artefacts de l'homme. Hein. Quand Mandelbrot a proposé les fractales, immédiatement, ça a eu un effet retour sur la créativité artistique. Ce sont des formes nouvelles produites par l'homme. Alors, ce sont des objets mathématiques. Qu'est-ce que ça vient de l'homme? Est-ce que ça vient des dieux? Je ne sais pas, mais toujours est-il que la créativité humaine fait feu de tout bois et qu'elle, il me semble, on peut être optimiste en se disant qu'elle va s'accaparer, elle va s'approprier la pseudo-créativité artificielle. Elle aura le dessus et je pense que l'IA va donner lieu à d'excellentes fictions d'IA, à d'excellentes œuvres qui vont parodier l'IA, qui vont détourner l'IA. Évidemment, l'IA aura une incidence économique absolument délétère, atrophiante dans certains domaines. Elle va renforcer les monopoles, oui, bien sûr, comme toutes les productions humaines, mais elle sera susceptible aussi d'entrer dans le champ des regards critiques et créatifs qu'elle va ressourcer à sa manière. Merci pour ces mots. À bientôt à toutes et à tous. Vous recevrez le lien pour la prochaine rencontre et vous voyez l'intensité de nos discussions et on a été heureux de vous voir et d'être avec vous. Bonne fin de journée, bonne soirée et au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.